Le 24 juin 2023, Evgueni Prigojine faisait la une des journaux du monde entier. En tant que chef d'une milice privée qui combattait aux côtés des forces russes en Ukraine, il s'était forgé une réputation sur le champ de bataille. Mais ce jour-là, Prigojine n'avançait pas contre l'Ukraine, il marchait vers Moscou. Ses troupes ont pris d'assaut le quartier général militaire russe à Rostov-sur-le-Don, une grande ville du sud de la Russie. Dans l'après-midi, il les menait directement vers la capitale russe. Alors que des véhicules blindés et des hélicoptères militaires parcouraient de la Russie, le monde entier a été choqué. Prigojine est apparu comme la menace la plus sérieuse pour le président russe Vladimir Poutine. Quelqu'un qui a bâti son pouvoir sur la loyauté et la peur. La plus grande surprise n'a pas été seulement l'audace de l'action de Prigojine, mais le fait que cette menace vienne de l'entourage même de Poutine. Prigojine était depuis longtemps un allié de confiance. Pendant plus de 2 décennies, Poutine s'était fortifié derrière un mur impénétrable de police secrète, d'agences de renseignement et de forces militaires. Il avait utilisé cet appareil pour éliminer quiconque osait défier son autorité. Et pourtant, l'un des siens menaçait désormais de tout démolir. Alors qui sont ceux qui maintiennent Poutine au pouvoir? Et pourquoi l'un d'entre eux s'est-il rebellé? Pour comprendre les fondements du pouvoir de Poutine, il faut remonter à l'époque de l'Union soviétique, et plus précisément au KGB, le Comité pour la sécurité de l'État. Le KGB était l'un des services de renseignement les plus redoutés au monde. Il surveillait les citoyens soviétiques, les espions étrangers, les dissidents et même les membres du Parti communiste. Sa mission première était de protéger les principaux dirigeants soviétiques et de veiller à ce qu'ils restent au pouvoir. Cela a donné naissance à une culture de paranoïa et de surveillance, où même l'armée était sous l'œil vigilant du KGB. Pendant des décennies, le KGB a aidé les dirigeants soviétiques à maintenir le contrôle. Cependant, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, le KGB a fait de même. Le premier président russe post-soviétique, Boris Eltsine, a divisé le KGB en plusieurs agences plus petites. Ces nouveaux services comprenaient le service fédéral de contre-espionnage, qui est devenu plus tard le FSB, le service de renseignement extérieur SVR, et le service fédéral de protection FSO, entre autres. Chacun avait des rôles distincts, du contrôle des frontières à la surveillance électronique. Mais dans les années 1990, ces agences étaient faibles et désorganisées, tandis qu'une nouvelle classe d'hommes d'affaires ultra riches, connus sous le nom d'oligarques, commençait à accumuler du pouvoir sous la direction chancelante d'Eltsine. Au milieu de ce chaos, le jeune Vladimir Poutine gravissait tranquillement les échelons. Il avait été officier de rang intermédiaire du KGB en poste en Allemagne de l'Est, mais à la fin des années 1990, il s'était fait un nom dans la politique russe. Son expérience dans le monde du renseignement, combinée à son ambition impitoyable, lui a permis de grimper rapidement les échelons. Il est devenu chef du FSB, et peu après, Eltsine l'a nommé Premier ministre. Lorsqu'Eltsine a démissionné subitement en 1999, il a nommé Poutine comme successeur. Une fois au pouvoir, Poutine n'a pas perdu de temps pour consolider son contrôle. Il savait exactement à qui il pouvait faire confiance, au service de sécurité. Sa première mesure a été de placer le FSB sous son commandement, d'étendre ses pouvoirs et de lui donner autorité sur les autres services de sécurité. Poutine s'est servi du FSB pour traquer les oligarques qui ne lui avaient pas prêté serment de loyauté et pour faire taire ses rivaux politiques, les militants des droits de l'homme et les journalistes. Le FSB, ainsi que d'autres services de sécurité comme le SVR et le MVD, le ministère russe de l'Intérieur, sont devenus l'épine dorsale du pouvoir de Poutine. Ce réseau d'agences de sécurité, allié à l'armée, est devenu un mur presque impénétrable autour de Poutine. Il a veillé à ce que chaque service ait des responsabilités communes, les forçant à rivaliser les uns avec les autres pour obtenir ses faveurs. Ils s'espionnaient mutuellement et contrôlèrent les menaces potentielles. Ce système, fondé sur la peur et la loyauté, garantissait que personne ne pouvait se soulever contre Poutine sans être écrasé. Le cercle intime de Poutine s'est renforcé et de nombreux membres de ses services de sécurité ont collaboré avec lui avant qu'il ne devienne président. Par exemple, Nikolaï Patrouchev, qui était à la tête du Conseil de sécurité, avait travaillé aux côtés de Poutine au KGB. D'autres personnalités comme Alexandre Bortnikov, chef du FSB, et Sergueï Narishkin, chef du SVR, ont également été liés à l'ascension de Poutine. Ces hommes devaient leur pouvoir à Poutine et lui étaient profondément fidèles, ce qui l'aidait à maintenir son emprise sur la Russie. Mais au fil des années, même au sein de cette forteresse de loyauté, des fissures ont commencé à apparaître. La paranoïa de Poutine à l'idée d'être renversé l'a conduit à purger continuellement quiconque lui semblait trop ambitieux. Cela a permis de maintenir tout le monde dans le droit chemin, mais a également favorisé un climat de méfiance et de rivalité au sein de ses propres rangs. L'un des événements les plus curieux du règne de Poutine a été l'essor du groupe Wagner, une milice privée qui a commencé à opérer vers 2014. Bien que les milices privées soient techniquement illégales en Russie,
Wagner est devenu l'un des outils les plus efficaces de Poutine pour faire avancer les intérêts russes à l'étranger. Des combattants de Wagner ont été déployés en Ukraine lors de l'invasion russe de 2014, ainsi qu'en Syrie et dans divers pays africains. À la tête de cette milice se trouvait Yevgeny Prigojine, un homme d'affaires au passé criminel qui avait autrefois servi de traiteur pour le Kremlin. Sa volonté de recourir à la violence et sa loyauté envers Poutine le rendaient indispensable. Pendant des années, Wagner a opéré en parallèle avec l'armée russe. Mais tout a changé lorsque Poutine a commis sa plus grande erreur stratégique, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. L'invasion était censée être une victoire rapide, mais l'armée russe s'est vite retrouvée embourbée. L'échec de la prise de Kiev et la lente progression dans les régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine ont été perçus comme humiliants. Pour Poutine, ces échecs militaires étaient dangereux. Ils ont affaibli son image d'invincibilité et ont soulevé des questions au sein de son entourage sur son leadership. Pour rétablir le contrôle, Poutine a commencé à purger les chefs militaires et les responsables du FSB, essayant de détourner les reproches. Mais pour Prigojine et Wagner, c'était une opportunité. Les troupes de Wagner, renforcées par des milliers de prisonniers russes, devinrent les troupes de choc dans les batailles clés, notamment dans la ville de Bakhmout. Le succès de Wagner dans cette ville éleva la position de Prigojine dans le cercle intime de Poutine. Et Prigojine commença à critiquer ouvertement les dirigeants militaires russes, en particulier le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu. Poutine, qui a toujours été un tacticien, a laissé cette querelle perdurer parce que cela servait ses intérêts. En opposant Prigojine aux dirigeants militaires, Poutine a réussi à maintenir les deux factions sous contrôle. Cependant, cette stratégie s'est finalement retournée contre lui. En juin 2023, Shoïgu et les dirigeants militaires russes ont annoncé leur intention d'intégrer les troupes de Wagner dans l'armée régulière, coupant ainsi Prigojine de sa base de pouvoir. Confronté à la perspective de tout perdre, Prigojine a pris un risque désespéré. Le 23 juin 2023, il a lancé sa mutinerie, faisant marcher ses forces vers Moscou. Prigojine a affirmé que son objectif était de destituer les dirigeants militaires corrompus, et non de renverser Poutine. Mais ce dernier a été contraint de réagir. Il est passé à la télévision nationale, a dénoncé Prigojine comme un traître et s'est préparé au pire. Le monde a vu les forces de Wagner s'approcher de Moscou, mais avant qu'elles n'atteignent la capitale, Prigojine a accepté un accord qui a mis fin à la rébellion. L'échec de la mutinerie a révélé un problème plus profond pour Poutine. Ses services de sécurité, autrefois loyaux, n'avaient pas agi de manière décisive pour arrêter Wagner. Certains services de renseignement étaient au courant des plans de Prigojine, mais n'ont rien fait pour intervenir. Cela suggérait que l'emprise de Poutine sur le pouvoir était peut-être en train de faiblir. Le mur de protection qu'il avait construit pendant 2 décennies commençait à montrer des fissures. Il est étrange que malgré la mutinerie, Poutine n'ait pas purgé les services de sécurité pour leur inaction, et il aurait rencontré Prigojine à plusieurs reprises depuis. La guerre en Ukraine continue, tout comme la pression exercée sur le leadership de Poutine. Pour l'instant, son mur de protection reste intact, mais ses fractures sont indéniables. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être informé de nouvelles histoires comme celle-ci. Votre soutien nous aide à vous proposer un contenu approfondi sur la géopolitique, et nous apprécions chaque commentaire et suggestion que vous partagez. Nous avons d'autres articles à venir, alors restez à l'écoute.